Bonsoir à tous, bienvenue une fois de plus en direct sur GITV, le lundi soir à 20h30, votre rendez-vous sur l'implantologie. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur ce nouveau site générationimplant.com. Voilà, encore une fois, une émission en live et une émission interactive. Ce soir, on reçoit Thierry Brinca. Salut Thierry. Bonsoir Antoine, bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir, c'est déjà la troisième fois qu'on te reçoit. Exactement. Merci pour ta fidélité et ta participation active au projet GITV. Bonsoir aussi à vous qui êtes connectés sur le chat. Richard, Vincent, Anne-Laure, un petit coucou à Anne-Laure, Risalise, Max, Ménardocé, Alex P, Pascal, JP, Arnaud. Il y a du monde, 24 personnes déjà connectées sur le chat, plus beaucoup d'autres à nous regarder bien évidemment en direct. Ce soir, le thème de l'émission est particulièrement pointu et particulièrement intéressant puisqu'il s'agit de l'expansion osseuse et vous verrez que Thierry a une très belle présentation sur l'expansion osseuse et c'est lui qui va se charger de vous parler de ce sujet qu'il maîtrise extrêmement bien et dans le cadre des formations Génération Implant, notamment sur la chirurgie avancée qu'on peut animer à Nice, eh bien c'est lui qui gère cette partie-là, qui fait le TP avec les ostéotomes sur les mâchoires de cochon et il le fait très bien. Ensuite, en deuxième partie d'émission, on a la chance aussi d'avoir Pascal Valentini pour nous parler du congrès de Porto Vecchio. On recevra donc Pascal en direct par téléphone pour nous parler de ce programme. On le feuilletait encore avec Thierry à l'instant. Un bien joli programme avec une thématique basée sur les échecs en implantologie, en prothèse, en chirurgie avancée, en régénération osseuse. Donc c'est du 3 au 4 juin, vendredi, samedi. Si vous voulez aller passer un week-end en famille en Corse, très sympa, Porto Vecchio, n'hésitez pas à y aller. Je suis sûr que non seulement le programme sera intéressant, mais qu'en plus le week-end sera très agréable. Et puis on terminera l'émission comme d'habitude par les news Génération Implant et les news de l'implantologie. On verra une petite info sur un nouvel implant et une nouvelle connectique que sort le système K-Blog. Et puis on verra l'agenda des différentes émissions à suivre avec là encore un programme qui je l'espère va vous plaire. Voilà, comme toujours, vous le savez que si vous avez des questions à poser à Thierry, vous n'hésitez pas à les poster sur le chat et je ferai le modérateur. J'essaierai de l'interrompre, je te ferai un petit signe Thierry et puis je t'interromprai sans trop non plus t'interrompre. Je vais essayer de les compiler. Et puis, si vous avez des problèmes de connexion, vous pouvez vous connecter au 04 92 00 32 43. Voilà, et n'hésitez pas à nous appeler. Voilà, allez Thierry, je te laisse la parole. 3 quarts d'heure de focus théorique sur l'expansion osseuse, en direct sur GITV. À tout à l'heure. Eh bien, écoutez, bonsoir à tout le monde. D'abord, je voulais te remercier Antoine encore de m'avoir invité ce soir. Ça fait toujours plaisir on se voit souvent, mais chaque fois que je te vois, ça fait toujours plaisir de te revoir. Et aujourd'hui, tu m'as demandé de te traiter et de vous traiter le thème de l'expansion osseuse. Et je vais dès le départ un petit peu vous dire que c'est une procédure chirurgicale qui n'est pas évidente à réaliser au niveau chirurgie, au niveau en particulier au niveau du fauteuil. Et je vais essayer de vous donner surtout une procédure chirurgicale stricte, un petit peu mieux codifiée, parce qu'on avait ces problèmes de codification sur l'expansion osseuse. Le but de ce propos est de vous présenter les différentes techniques chirurgicales, les différentes procédures chirurgicales, les techniques d'expansion osseuse que j'ai pu voir et lire dans la littérature. Il y en a plusieurs. On s'attachera particulièrement à une de manière beaucoup plus précise par la suite ultérieurement. Le problème qu'on rencontre au niveau implantologie, c'est les insuffisances osseuses dans le sens antéro-postérieur. Et afin de pallier à cette insuffisance osseuse dans le sens antéro-postérieur, on a une technique qui existe, qui est la technique d'expansion osseuse. Et une question qu'on va se poser, est-ce que la technique d'expansion osseuse est une alternative aux greffes osseuses, en particulier les greffes de la position osseuse extra-orale ou intra-orale? Je voulais quand même aussi associer mon ami et associer le docteur Novo Sylvain, qui a participé aussi à l'élaboration de l'ensemble des cas cliniques qu'on présentera ultérieurement. Alors, la résorption alvéolaire, elle survient toujours après la perte des dents, et quand elle survient au niveau de la perte des dents, elle se produit toujours aux dépens de cette table osseuse vestibulaire. Ça, c'est Le Joyeux qui nous décrit ça dès les années 1990. Le type et la quantité de résorption osseuse sont liés à beaucoup de facteurs. Alors cette liste, elle n'est pas exhaustive, mais on sait que l'âge va intervenir,
le sexe. On va surtout insister sur la prothèse existante. Je sais que tu aimes bien insister sur les prothèses qui vont nuire à l'os au niveau antéro-postérieur, qui entraînent souvent des pertes osseuses de manière centripète. Les exodonties iatrogènes et les altérations métaboliques. Cette perte osseuse, elle a une triple conséquence. La première, c'est la réduction du volume osseux dans le sens antéro-postérieur et principalement dans le sens vestibulo-palatin. Deuxième conséquence, c'est la réduction du soutien à la lèvre, et ça c'est le Joyeux qui nous décrit ça dans 1990, et on sait que chez les édentés complets anciens, on a une rétraction de cette lèvre inférieure due à cette résorption antéro-postérieure. Troisième conséquence, c'est l'évolution des rapports intermaxillaires, intercrête, interarcales, et on va évoluer vers un pseudo-prognatisme, et ça c'est Vincente Rodriguez en 1996 qui nous met ça en évidence. Alors, il faut savoir que l'os maxillaire est constitué d'une corticale vestibulaire qui est souvent constituée d'os fasciculés. Et en post-extractionnel, mesure d'ailleurs, Anne nous dit qu'elle mesure à peu près 0,8 mm. Et lorsqu'on va perdre une dent, cet os va perdre sa fonction et va rapidement se résorber. Donc on a une résorption centripète qui est très importante au niveau de ce maxillaire supérieur. Et elle est souvent accentuée en plus d'une résorption verticale. Continue. Je sais pas, il y a la caméra. Bon, je sais pas pour rien de mal parler, associé d'une résorption verticale, surtout dans les parties dans le secteur maxillaire postérieur. Bon, il faut bien qu'on rigole un petit peu de temps en temps et ça fait très plaisir. Bon, on va reprendre le fil de conducteur. Donc, surtout ça c'est important de savoir résorption centripète, résorption verticale. Quelles sont les solutions thérapeutiques envisageables face à ces insuffisances de structure osseuse maxillaire? Il y a plusieurs solutions thérapeutiques. La première a été décrite par Collins en 1991, c'est les greffes osseuses d'apposition. On peut aussi traiter ces insuffisances osseuses dans le sens antéro-postérieur. Et Becker en 1990 nous parle de régénération osseuse guidée. Et il y a la technique d'expansion osseuse, c'est Duncan en 1997. Il décrit deux types d'expansion. L'ostéotomie, qu'on va décrire, et la séparation osseuse. Cette séparation osseuse, c'est une séparation entre le volet vestibulaire, soit externe, et le volet interne, qui est la partie palatine. Et une dernière des solutions, c'est l'abstention thérapeutique. Il faut bien donner une définition aux expansions osseuses. Bon, on a convenu cette définition. Eh bien, que les expansions osseuses sont des manipulations osseuses qui consistent à pallier à un manque osseux sans adjonction de greffon osseux. Deux types d'expansion crestale sont décrits dans le niveau de la littérature. Celle de Summers, c'est l'expansion localisée de la crête osseuse par ostéotomie. C'est ce que Summers appelle l'écho. Et la deuxième, c'est celle que Tatum a décrit dans les années 94, comme Summers, l'expansion sagittale de la crête osseuse par fracture dite en bois vert. C'est l'Écosse. Ça, c'est Tatum qui nous l'a décrit. Alors je vais vous les décrire, ces deux techniques. On va commencer par la technique d'expansion crestale de Summers, c'est-à-dire l'expansion localisée de la crête osseuse par ostéotomie. Summers en 1994 et Anne en 1999 nous parlent qu'une crête étroite est une situation assez fréquente. Elle se produit généralement après la première année de l'édentement. Nos amis Borghetti de Marseille et Jean-Marc Glise, qui est un praticien de Toulon, nous dit qu'en 2002, que cette résorption osseuse dans le sens antéro-postérieur peut atteindre 40 à 60% du volume cristal, ce qui est particulièrement important puisqu'on va perdre, après la première année d'édentement, presque la moitié du volume osseux dans le sens antéro-postérieur. Et on se retrouve souvent, comme dit Sebert en 83 et Allen en 85, avec une largeur vestibulo-palatine qui est souvent inférieure à 4 mm et qui empêche donc la mise en place de systèmes implantaires, voire même des petits implants de 3,5 mm de diamètre, parce que le volume osseux conséquent autour de notre implant ne suffira pas à vasculariser cet implant. Alors Summers, dès les années 1994, sur une série de 4 articles, nous a décrit les avantages de ces ostéotomes. Alors il faut savoir que l'expansion osseuse permet de poser des implants sans avoir recours à des méthodes chirurgicales lourdes, complexes et délicates comme les greffes d'apposition. Cette technique, selon Summers, permet l'augmentation volumétrique de la crête osseuse et s'oppose à la préparation par fraisage, mais ne modifie en rien la largeur vestibulo-palatine. Donc, comme dit Saadoun et Le Gall en 1997, le but de cette technique, l'ostéotomie localisée, c'est de déplacer l'os. On fait juste un déplacement de l'os, on le conserve, on le compacte et on va jouer uniquement sur sa viscoélasticité. Donc il n'y a pas de modification de la largeur vestibulo-palatine, c'est une modification due à l'élasticité du tissu osseux. Voilà ici un cas clinique où
et il faut le savoir, qu'on pourra faire une technique d'expansion localisée de la crête si on a une largeur minimum de 3 mm. Voilà un cas d'édenté complet maxillaire, une jeune femme assez jeune, puisqu'elle a 55 ans. On voit la quantité, la résorption antéro-postérieure qu'on peut avoir au niveau de ce maxillaire supérieur. Et grâce à des techniques d'ostéotomie localisée de la crête, on a pu mettre en place 6 implants en technique enfouie. Regardez au niveau des sites canins, on a pu remodeler ce versant vestibulaire par cette technique d'ostéotomie. Ici, la radio panoramique post-prothétique et la restauration prothétique définitive d'un bridge fixe vissé à ancrage osseux. On a vu l'édentation complète, mais elle peut être aussi indiquée en édentation unitaire. Voilà un jeune homme qui est âgé de 14 ans lorsqu'il a un accident de la voie publique. Il vient nous consulter à la fin de sa croissance osseuse, donc quand il est majeur. Et on voit très bien sur la diapositive de gauche la grosse concavité qu'on peut avoir et la grosse perte osseuse suite à l'édentement et l'expulsion de la dent. Donc on aurait pu, dans ce cas-là, peut-être indiquer une petite greffe d'apposition ramique. Il a été décidé de réaliser une technique d'ostéotomie localisée de la crête. C'est une méthode douce qui se fait sous percussion. Sur la diapositive de droite, vous avez le sulcus périimplantaire. Nous sommes à 6 semaines après on est à 3 semaines de la mise en fonction. On a laissé l'implant en ostéo-intégration pendant 6 semaines. Et on a ici le résultat esthétique en novembre 2004 de la restauration prothétique définitive en céramique. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est le suivi de cet implant, de cette couronne, du point de vue intégration à la fois osseuse et au niveau gingival dans le temps. Et ici, nous sommes à 7 ans de notre restauration prothétique. Et il semblerait qu'on a une très bonne intégration biologique et une parfaite ostéo-intégration de l'implant et l'absence de perte osseuse marginale. Ce qui veut dire qu'une technique d'ostéotomie est une technique qui est pérenne à partir du moment où elle est bien manipulée. Alors, par quels moyens allons-nous faire cette technique d'ostéotomie localisée? Eh bien, on a des instruments. Ces instruments, ce sont les ostéotomes. Et je rappelle que ces ostéotomes vont nous permettre de déplacer l'os, de le conserver en le compactant et en jouant sur sa viscoélasticité. On verra que lorsqu'on va utiliser ces ostéotomes, il va falloir laisser un certain temps pour justement que cet os qui va être déformé puisse récupérer une mémoire de telle manière à mettre en place notre implant. Alors on va récapituler un petit peu ce protocole. Donc c'est le protocole de l'écho qui a été décrit par Summers en 1994. Incision, donc généralement on fait des incisions de pleine épaisseur. On va dans un premier temps aussi utiliser une fraise boule, cette fraise boule qui va nous permettre d'indiquer l'émergence de notre implant. On va utiliser un premier forage, ce qu'on appelle le forage pilote. C'est le seul forage qu'on utilisera pendant cette séquence instrumentale. Et ce forage va être réalisé à la longueur choisie, plus 1 mm. On parlera pourquoi ce plus 1 mm par la suite, parce que quand on va utiliser des ostéotomes, on va compacter, on va avoir de l'os qui va se bourrer en fin de compte au niveau apical, et qu'il va falloir souvent repasser ce petit forage pour pouvoir libérer entre chaque ostéotome. C'est ce que je fais moi particulièrement, je repasse le fourret de 2 mm entre chaque ostéotome pour pouvoir libérer l'ensemble du tissu osseux qui va se compacter. Ensuite, on va utiliser l'ostéotome formateur et on voit bien que cet ostéotome formateur d'alvéole doit être maintenu dans le site osseux pendant 60 secondes. Ça, c'est Lazzara en 1999 qui nous a démontré que la mise en place de cet ostéotome doit être pendant 1 minute mise en place au niveau de notre site osseux. On va ensuite une série d'ostéotomes jusqu'au diamètre désiré de l'implant qui a été choisi. La pose de l'implant. Généralement, on fait des techniques enfouies. C'est des mises en place chirurgicales en technique enfouie, légèrement infracrestale. Les sutures, les biomatériaux. On parlera des biomatériaux par la suite. Ce sont des matériaux de remplissage qui vont nous permettre de récupérer des petits déficits, des petits défauts osseux. Et les sutures. Voilà, je pense que j'ai à peu près bien décrit la technique qui a été décrite par Summers en 1994. On va entrer dans une technique qui est un petit peu plus juste délicate. Avant, oui. Excuse-moi, je t'interromps. Deux questions. Première question, un petit conjonctif sur le cas clinique. On nous dit Turbinator, ils vont chercher leur pseudo. Turbinator qui nous dit un petit conjonctif aurait été sympa. Est-ce que le conjonctif, c'est quelque chose, tu penses, qui peut être utilisé en complément de cette technique? Bien sûr. Tu le glisserais en même temps vestibulaire? Non, je le ferai peut-être pendant la mise en fonction. Pendant la mise en fonction plutôt? Ouais. D'accord, ce qui paraît. Sinon, ça fait quand même un gros paquet à vasculariser. Tu aurais peur de couper la vascularisation de ta table?
Oui. Alors la technique d'ostéotomie localisée, on a un lambeau de pleine épaisseur, hein, qui est... Voilà, et c'était l'autre question que j'allais te poser, lambeau Voilà. de pleine épaisseur. C'est un lambeau de pleine épaisseur sur cette technique-là. On parlera de la technique de la séparation des volets. Tu verras qu'on a deux types de lambeaux. D'accord. Mais le conjonctif, moi, je le mettrai en indication peut-être en deuxième temps opératoire. Puis il y avait une autre question, mais Anne-Laure y a répondu via le chat. Donc Est-ce que je peux savoir la question? La question était quels sont les implants de 3 mm présentés et elle a répondu que c'est des implants Astratec. Oui, d'ailleurs, l'implant qu'on a présenté là, ce ne sont pas des implants de 3 mm, c'est des implants de 3,5. Voilà. D'accord. L'implant de 3 est un implant qui est récent. Je pense que tu as utilisé Antoine, comme moi, qui est un implant qui va être utilisé en particulier indiqué pour l'incisive latérale supérieure et les incisives mandibulaires. Ouais. On ne va pas les indiquer dans d'autres cas. Tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, ces deux petites questions. Je te laisse poursuivre, tiens. Alors, on a vu la technique d'ostéotomie localisée décrite par Summers. Maintenant, on va parler de la technique d'expansion crestale, qui est une technique quand même beaucoup plus délicate. Elle a été décrite par Tatum dès les années 94 et elle s'appelle, on va faire une expansion sagittale. Et c'est l'expansion sagittale de la crête osseuse par fracture, dite en bois vert, c'est l'Écosse. Alors, avant d'entreprendre une telle technique, il existe des critères spécifiques d'évaluation. On ne va pas faire des techniques d'expansion sagittale par fracture sans avoir quand même des indications bien précises et des critères spécifiques. Il va falloir bien évaluer notre technique chirurgicale. La hauteur de la crête, qui est très importante, donc la hauteur d'os disponible, et l'épaisseur de l'os, en particulier la morphologie de la crête osseuse. Au niveau de alors, il est bien évident que pour déterminer la hauteur de la crête ou l'épaisseur de l'os, on va utiliser des examens tomodensitométrie, le dentascan. Ce dentascan va nous mettre en évidence l'épaisseur de la crête. On est à peu près à ce niveau-là. Oui. On va aussi utiliser l'épaisseur des versants corticaux, les versants corticaux vestibulaires et palatins. La densité de l'os, est-ce qu'on est en D2, D3, voire D4? Généralement, au maxillaire supérieur, dans la zone antérieure, on est plutôt dans une densité D3. La hauteur d'os disponible et surtout l'inclinaison de la crête. Pour déjà choisir le type de prothèse qu'on va réaliser, sachant que la technique d'expansion crestale va nous faire basculer vestibulairement notre implant. Alors, la hauteur d'os disponible dont on a besoin pour entreprendre une technique d'expansion crestale sagittale par fracture doit être d'environ 12 mm. De telle manière à pouvoir stabiliser premièrement notre implant. Inférieurement à 12 mm, puisqu'on va faire souvent des expansions à 10 mm de profondeur, il nous faut ces 2 mm impératifs pour pouvoir stabiliser notre implant. L'épaisseur, mais il y a aussi la présence d'os spongieux. Donc de la même manière, pour pouvoir entreprendre une technique d'expansion de la crête osseuse, j'ai bien dit une technique sagittale par fracture, il faut des versants corticaux séparés avec de l'os spongieux interposé. On verra des cas cliniques par la suite où il y a une fusion totale des deux versants corticaux. Mais il nous faut une épaisseur de crête de 3 mm minimum. En deçà de 3 mm minimum d'épaisseur de crête, je pense qu'il faudra indiquer d'autres techniques chirurgicales, en particulier des greffes en onlay. Voilà ici un dentascan qui est assez intéressant parce que sur le même patient, on a ici deux types de crêtes. On a une crête qui est très fine au départ, très étroite, mais qui va avec un os spongieux, une corticale vestibulaire, une corticale palatine, mais qui va s'élargir à sa base. Et ici, on a une crête fine, mais beaucoup plus large à sa base. Donc ça, quand on voit un scanner, on va indiquer le type de technique par rapport à la largeur et la hauteur d'os disponible. Ici, on pourra peut-être faire une technique d'ostéotomie localisée et peut-être là une technique d'expansion sagittale. Mais regardons ce scanner. Et là, vous avez carrément des versants corticaux totalement fusionnés. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout d'os spongieux résiduel entre la corticale osseuse vestibulaire et la corticale palatine. Donc là, on a une contre-indication totale à une technique d'expansion ou d'ostéotomie. Donc là, on va plutôt indiquer, on verra ce cas par la suite. Je crois que le dernier cas que je vais vous présenter, on va faire appel à des greffes d'apposition et dans ce cas bien précis, des greffes d'apposition extra-orales. Deux questions, Thierry. Première question.
de Guy, pourquoi ne pas laisser le périoste en place? Pourquoi ce distinguo entre, d'un côté, une technique où on va peut-être laisser le périoste, enfin, en tous les cas, pourquoi, dans la première technique, pardon, on ne laisse pas le périoste en place? Parce que c'est pas une technique de fracture, c'est une technique d'expansion. C'est une technique d'ostéotomie. On a bien dit qu'on va compacter, on va conserver cet os et on va le remodeler. Il n'y a pas de fracture en ostéotomie localisée. La fracture n'existe qu'en expansion sagittale. La technique d'ostéotomie est une technique qui a été décrite par Semel pour jouer sur cette viscoélasticité. Donc, comme il n'y a pas de fracture, il y a moins de besoin de vascularisation. Il y a moins besoin de vascularisation et on va pouvoir faire un embout de pleine épaisseur totale. Vous verrez par la suite dans les cas cliniques qu'on va présenter que sur la technique d'expansion sagittale, on va faire j'appellerais ça un moite-moite, hein, c'est-à-dire un embout d'épaisseur totale et ensuite un embout d'épaisseur partielle. D'accord. Autre question qui a répondu, quelle est l'épaisseur osseuse minimale pour réaliser une expansion? 3 mm, mais surtout du spongieux au milieu? Oui, beaucoup de spongieux. Il nous faut un spongieux. Un petit peu de spongieux. Donc c'est une technique que tu vas faire à la mandibule, un petit peu? Non, j'aurais tendance à l'indiquer uniquement presque au maxillaire supérieur. On a notre ami, tu sais, notre ami Georges Coury qui fait beaucoup d'expansion mandibulaire. Moi j'avais vu une de ses conférences sur l'expansion mandibulaire avec des techniques d'expansion. Et surtout de l'ostéotomie aussi. Ouais, il y a quand même des résultats. Moi particulièrement je vais l'indiquer qu'au maxillaire supérieur. Hein. Et enfin, dernière question, serait-il préférable d'utiliser des implants coniques? Oui. Oui, parce que on a aujourd'hui tous les implants ont tendance à se diriger par un apex beaucoup plus réduit par rapport à la partie crestale. Et c'est vrai que ce sera peut-être moins... comment t'expliquer? C'est-à-dire que c'est vrai que les implants coniques vont nous permettre de peut-être moins élargir, être moins agressif au niveau de notre technique d'ostéotomie et surtout augmenter la stabilité primaire. Tu es d'accord? Je n'ai peu d'expérience de cette technique. Tu sais que je suis pas très fan, mais pourquoi pas. En tous les cas, un implant à l'apex fin plutôt pour limiter au maximum l'écartement, surtout dans la technique de fracture sagittale. Et puis, on le sait aussi que parfois les implants qui n'ont pas de stabilité, tu en parleras peut-être, vont être stabilisés avec une vis d'ostéosynthèse. On le voit de temps en temps sur certains cas cliniques où les différents auteurs vont mettre une vis d'ostéosynthèse pour bloquer le volet et bloquer l'implant. Mais là, c'est pas du bricolage, mais en tous les cas, beaucoup le font quand même. Oui, c'est vrai qu'ils viennent utiliser l'ostéosynthèse. Moi, particulièrement, je ne les ai pas utilisés. J'ai toujours réussi à, quand on fait l'expansion, on va avoir des fractures, à conserver la base de ce volet, ce volet vestibulaire suffisamment vascularisé. Et pour l'instant, j'ai pas eu de dégâts au niveau de la technique d'expansion. D'accord. Donc ça, c'est important. Alors, je reprends, Antoine. Je t'en prie. Merci, tu es bien aimable. Bon, alors, moi, j'ai commencé à rire. Quel moyen au niveau de l'expansion, on a vu tout à l'heure qu'on avait besoin des ostéotomes pour la technique d'ostéotomie. Au niveau de l'expansion sagittale, pour créer une fracture, dite en bois vert, on va écarter ces deux tables osseuses, on a besoin d'instruments. Et les deux instruments qui sont fondamentaux, c'est les expanseurs d'os et les condenseurs d'os. On va les décrire par la suite, mais déjà voilà les moyens pour pouvoir expandre et condenser cet os. Sur la radiographie, sur la diapositive de gauche, ce sont les expanseurs d'os de chez Ankylos. On va les décrire de manière très précise par la suite. Alors, au niveau de la littérature, elle est pauvre au niveau des techniques d'expansion crestale, surtout dans les fractures dites en bois vert. J'ai pu en retenir 3. La technique d'expansion crestale de Tatum, qui a été décrite en 86, donc c'est des techniques qui sont quand même assez anciennes. Celle de Sethi, Sohor, Hill en 98 et celle de Ballester en 2001. Je ne vais pas toutes vous les décrire, je vais m'attacher à une qui est particulière pour moi, parce que c'est celle que je réalise au niveau de mes interventions, c'est la technique d'expansion crestale qui a été décrite par Sethi. Pourquoi j'aime cette technique? Parce que c'est un des seuls praticiens qui a pu la codifier. Et ça c'est important, il a fait un organigramme de cette technique chirurgicale, parce qu'à un moment donné c'était un petit peu des choses qu'on avait. Des recettes de cuisine. Exactement, c'est des recettes de cuisine. Et on va voir, on a un organigramme de Sethi qui vraiment nous décrit vraiment la technique d'expansion crestale. Donc pour moi, ça devient quelque chose d'un peu mieux codifié que les recettes de cuisine dont tu parlais un instant, Antoine. Alors, sachez une chose, c'est que Sethi en 98, il a commencé des premières études, il a décrit sa technique de manière bien précise, il arrive à des résultats de 95 à 100%.
il a fait une étude en 2000 avec 5 ans de recul et il retrouve les mêmes statistiques de 95 à 100% de taux de succès au niveau des implants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une équipe qui est totalement indépendante de l'équipe de CETI, qui est l'équipe de Ferrigno et Loretti, qui utilisait les implants LTI, donc c'était en 2005, et sur une période de 18 mois, eh bien, ils ont les mêmes taux de réussite. Ça veut dire que tout simplement, la littérature, bien qu'elle soit pauvre, le peu de références littérature qu'on a, on a des résultats qui sont quand même corrects et qui correspondent un petit peu à tous les résultats qu'on a dans les techniques conventionnelles. Donc bien entendu, cette technique est bien menée. Voilà cet organigramme, il est hyper important cet organigramme parce que pour moi c'est la base fondamentale de l'expansion. Et si vous avez ça en tête, si vous avez cet organigramme et que vous suivez le protocole chirurgical qui est décrit par l'équipe de CETI, je pense qu'on a des résultats qui peuvent être fiables. Donc déjà, on va regarder un petit peu cet organigramme, on va bien le décrire. Voilà, c'est l'expansion osseuse. Il a dans ce diagramme 2 subdivisions. La première subdivision, c'est l'expansion ici, sagittale par fracture, dit en bois vert, et là c'est l'ostéotomie qui a été décrite par Sommer. Quels sont les instruments qu'il utilise? Il les a mis ici en haut, c'est les expanseurs d'os ou les condenseurs d'os. Donc rapidement sur ce diagramme, dans la partie de droite, on va pouvoir, après le passage d'un premier fourreau épilote, on a donc l'ostéotomie localisée de la crête, le premier fourreau épilote de 2 mm à la longueur choisie plus 1 mm, on passe nos condenseurs d'os et par la suite on met en place notre implant. C'est la première technique que je vous ai décrite. Mais CETI s'attache plus particulièrement à décrire l'expansion sagittale par fracture. Donc il a une crête qui est étroite, qui est de l'ordre de 3 mm. Et là, il va donner la séquence de ces instruments et comment les utiliser. Le premier instrument qu'il utilise, et ça je pense que c'est très ingénieux, c'est le bistouri. Alors vous verrez, moi on a des bistouris qui sont si vous voulez, qui n'ont pas des bistouris jetables, donc on a des bistouris très particuliers pour pouvoir faire cette technique d'expansion. Ensuite, il va mettre un indicateur de position, ça c'est pour regarder l'inclinaison de la crête surtout. Ensuite, il va réaliser l'expansion de l'os avec des expanseurs. Et à partir de là, soit il n'a pas de résistance, il passe son condenseur, il va sur la fracture, et soit la fracture elle est majeure, il fait une greffe, soit la fracture elle est mineure, il en place l'implant. Soit il trouve une résistance parce qu'il a un os qui est très dense, une large base apicale, il passe un fourreau épilote, et ce fourreau épilote sera intermédiaire avec les condenseurs d'os. Donc déjà, on se retrouve quand même quelque chose de codifié pour nous. Et c'est important, et je vous conseille d'ailleurs de lire ce petit livre qui est un beau livre qu'a fait l'équipe de CETI, où tout le protocole chirurgical est particulièrement décrit. Donc moi, je m'en suis totalement inspiré, et je me suis inspiré totalement de la technique chirurgicale par rapport à cette technique-là. Je n'ai absolument rien modifié. Donc on peut reconnaître que quand même, c'est quand même parfaitement codifié. Alors, récapitulons un petit peu. Incision, bistouri, série d'expandeurs. Si on a une large résistance, on va passer, dans un premier temps de la presse-boue, bien entendu, pour indiquer l'émergence de l'implant. Le forage de 2 mm à longueur choisie plus 1 mm. Les formateurs d'alvéoles, c'est-à-dire les spreaders ou les condenseurs, les ostéotomes. La mise en place de l'implant technique enfoui. Éventuellement, et certainement, dans certains, c'est presque systématique, on va utiliser les biomatériaux associés avec des techniques membranaires et des sutures. Alors Thierry, avant que tu décrives de manière clinique avec des images chirurgicales cette technique, 2 questions. La première, est-ce que cette technique nécessite une gestion particulière des tissus mous? Est-ce que tu vas tracter derrière, bien évidemment, tu vas désinsérer le périoste? Alors, justement, dans la technique d'expansion sagittale, beaucoup d'auteurs, dont Lazzara, nous disaient qu'il fallait laisser le périoste et pas le récliner. Le problème, c'est qu'on n'a pas de vision directe du champ opératoire. Qu'est-ce que nous dit CETI? Il nous dit, à partir du moment où on va faire une expansion, on va la faire cette expansion sur une hauteur de 10 mm. Donc rien ne nous empêche sur cette expansion, parce que nous, ce qu'on veut, c'est une vascularisation de la base de cette expansion, c'est-à-dire niveau apical. Tu es d'accord, Antoine? Plus ou moins. Si, au niveau crestal. Au niveau crestal, mais c'est de l'apical qu'on va rechercher. Enfin, moi, je recherche surtout cette vascularisation ici, au niveau apical. Donc, au niveau de cette incision, on va faire de la pleine épaisseur, puis par la suite, on va laisser du demi-épaisseur. Ça va nous permettre quand même aussi de contrôler la fracture.
Es-tu d'accord, Antoine? Ouais, ils me font marrer sur le chat, excuse-moi. J'en prie. Mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'il te raconte? Non, donc, décollement d'un lambeau de pleine On va épaisseur en parler pour là, contrôler. ouais, tout à fait. Et après, tu vas inciser pour tracter un petit peu si besoin. Tout à fait, En tout cas, surtout c'est s'il y a important besoin, de si on a fermer. besoin de faire intervenir une technique avec des biomatériaux. Voilà, très bien. Et puis la deuxième question, et puis après je te ferai passer la remarque de Caroline, Turbinator qui nous dit, est-ce que quand tu dis utilisation d'un bistouri, et je sais que là ça va les surprendre, est-ce que tu parles d'un bistouri piézoélectrique? Non, c'est un bistouri manuel. Voilà, un vrai bistouri. Un vrai bistouri, Un on va vrai le voir là. bistouri. Je vais vous décrire toutes les étapes cliniques de la technique d'expansion sagittale que nous pratiquons, que nous avons suivi selon les recommandations et l'organigramme de CETI. Puis je me permets de répondre à Caroline qui nous trouve beau avec nos polos. C'est vrai qu'on s'est pas On s'est absolument pas décidé consulté. de faire ce soir une soirée polo. Bon, hein, Ouais, mais on s'est absolument pas consulté. Généralement, on se trouve non, mais assez c'est facilement. l'été, tout ça. Voilà, a ouais, on est cool quand même. Hein. Ouais, Allez, on essaye. ouais, hein, D'accord. allez. Alors, le trajet d'incision légèrement déporté en palatin, pour éviter, bon ça c'est des techniques, c'est la technique de Langer, pour éviter que le trajet d'incision soit au niveau de la fracture et de nos implants. Bon, le décollement, parlons-en du décollement. Donc on va commencer un décollement de pleine épaisseur sur une hauteur de 10 mm. C'est pas moi qui le recommande, c'est toute l'école. Je suis toujours sur le protocole de CETI. J'ai rien inventé du tout. Lazzara lui nous disait de pas récliner le période sur toute la hauteur. Puis on s'est aperçu qu'il y avait des fractures qui passaient inapparentes et qu'on avait des nécroses du versant vestibulaire. Là, on va pouvoir déjà contrôler ce volet externe vestibulaire. Et ce que nous voulons, c'est surtout contrôler ce volet vestibulaire. 2 incisions de décharge. Ici, on est de pleine épaisseur, et là, éventuellement, on fera par la suite du demi-épaisseur pour tracter le lambeau. Et on va permettre la vascularisation de cette partie apicale de notre volet. On va voir comment on va fracturer ces volets-là. Donc la première des choses, voilà la chronologie des instruments. Voilà le bistouri, il est manuel. Ça, c'est la série d'expanseurs d'os de la marque Ankylos. On va les décrire par la suite. Ils sont gradués, ils ont un certain diamètre. Ils sont paraboloïdes, ils ont un petit angle aigu ici, ça évite les fractures, mais on fracture quand même. Hein. Ici, les ostéotomes, on a besoin de mailler, à la fois pour les expanseurs, à la fois pour le bistouri, à la fois pour les ostéotomes. Et un fourré unique, c'est le fourré de 2 mm. On l'a dit tout à l'heure que ce fourré va être utilisé si on a une résistance au niveau de la base de notre os. Voilà l'incision. Premièrement, utilisation du bistouri. Donc on va, avec une main assurée, il faut avoir une bonne prise en main assurée, on va commencer à inciser la crête. Comme vous faisiez une incision au niveau crestal, mais on va inciser cette crête et commencer à faire la première rainure. À partir de là, on va commencer à mettre en place de manière verticale notre bistouri qui va être impacté. Donc Alors, je vais impacter le bistouri. Thierry, parce que moi ça m'avait beaucoup surpris. Est-ce qu'on peut faire ça? Parce que c'est un bistouri, mais c'est un peu ton bistouri, c'est-à-dire qu'on ne le trouve pas forcément dans le commerce, celui-là. Non, Si, ce que je on veux en dire trouve, par on en là, trouve, on en trouve. c'est que est-ce qu'on peut utiliser un bistouri à lame jetable? Bien sûr. On va pas Bien fracturer la lame? Bon, si je fracture la lame, elle est facile à éliminer quand D'accord, même. Mais mais tu as plus tu de risque pourrais de l'utiliser fracture de avec la ça. lame. Oui, on peut faire avec une lame de bistouri jetable. Mais si on peut trouver des bistouris, c'est des vieux bistouris ça, hein, qui sont assez intéressants. Mais on en trouve encore. Hein, On trouve encore? Oui, on en trouve encore. Tu les achètes de temps en temps, enfin, ou Non, tout le j'en ai temps? 2 T'en as deux, qu'on a depuis un certain moment, donc on va utiliser. Mais voilà, Tu dis que c'est un couteau suisse, je dirais plutôt que c'est le couteau de Rahan un petit peu. Couteau de Rahan, d'accord. Mais c'est des vieux bistouris de chirurgie qui ont été. Hein. Non, mais parce Voilà, mais qu'on tu voit peux quand même que utiliser des l'incision trucs est. jetables. On Voilà. peut, d'accord. Ouais. C'est vrai que là, ça va me permettre d'impacter le bistouri sur une profondeur de 10 mm. Ouais, c'est ça. Il faut quand même aussi le dire. Là, on voit Voilà. que tu rentres et que tu fais presque ta. Et dès le départ, là déjà, Antoine, on va pouvoir voir déjà la bascule du volet vestibulaire rien qu'avec Oui. le bistouri. Hein. Donc, ça, je c'est pense que ce important. bistouri est quand même vraiment. C'est presque un ciseau à os. Exactement, c'est un ciseau Hein. à os. Hein. Tu l'utilises en tous les cas comme un Voilà. ciseau à os. Alors, juste une question encore, excuse-moi. Est-ce qu'on fait des incisions de décharge osseuse? C'est-à-dire une incision de décharge mésiale ou distale, Non, perpendiculaire? des traits d'ostéotomie. Oui. Non, on est comme on ferait dans une greffe d'apposition par exemple. Ou Voilà, non, une pour greffe séparer sinusale. le volet, pour que Non. le volet se casse. Non, parce que ce qu'on veut obtenir, c'est une casser. fracture En bois vert. en bois vert. D'accord. On Ouais. va la voir la fracture arriver. Hein. Donc voilà, ça c'est l'utilisation du bistouri. Je pense que c'est l'élément fondamental qui a été décrit par CETI, c'est-à-dire on a une lame de bistouri, elle va inciser le sommet de la crête avec une prise de main assurée. Il ne faut pas glisser parce qu'ils travaillent, ils sont aiguisés régulièrement. Hein, on va les aiguiser régulièrement et on va pouvoir l'impacter sur une
profondeur de 5 à 10 mm. Alors, excuse-moi encore de t'empêcher de prie. progresser dans ta présentation, mais la question du bistouri est intéressante. Certains disent, mais est-ce qu'on peut pas utiliser les ultrasons, les scies de caveau? Je pense quand même, bien sûr qu'on peut utiliser les kits de piezo, mais l'avantage, le travail que fait le bistouri tiré par rapport à un insert de piezo, c'est qu'il va faire déjà son expansion avec ce bistouri, puisqu'il est conique et de plus en plus épais. Chose qu'on va pas faire avec un bistouri piezo qui est à peine en biseau et qui lui va travailler par élimination et non pas par compression. Alors que toi tu compresses vraiment le. Tu as peut-être plus le l'habitude que moi de la piso, d'accord. Moi c'est vrai que dans la technique d'expansion, je n'ai pas utilisé la piso, je vais utiliser ce bistouri parce que d'abord je manipule bien et puis je sens bien les choses aussi. Parce que là, dès le départ, on va pouvoir contrôler ce volet. Là, ça y est, il est fracturé mon volet déjà. À moi de le positionner maintenant dans la situation que je veux par la suite. Hein, je te laisse poursuivre. Allez, ça va. Voilà, alors maintenant les expanseurs d'os. Donc on a utilisé le bistouri. Ces expanseurs d'angle vont nous permettre de séparer les deux versants corticaux. Alors, bon, sur une marque, c'est en kilos qu'il est fait, donc ils sont gradués 5, 10 et 15 mm. Leur utilisation va se faire sur 5 ou 10 mm, pas sur 15, puisque nous, ce qu'on veut, c'est fracturer la fracture qu'on peut avoir à ce niveau-là. Antoine, tu la vois la fracture? Je la vois bien. On voit une belle fracture due au séparateur grâce aux expanseurs d'os. Mais je pense que c'est vraiment aussi un outil essentiel. Dans ta technique, tout cet outillage est très important. Tout à fait. Ces petits expanseurs en force semi-lunaire sont extrêmement importants. Oui, ils sont paraboloïdes, ils vont travailler, bien qu'ils soient aigus, ils vont travailler sur les côtés, qui vont nous permettre de fracturer. Nous, ce qu'on veut, c'est une fracture de ce volet vestibulaire. Alors, ils sont gradués 5, 10 et 15, et ils vont de 3 mm à 7,5 mm de diamètre. À la main ou avec le maillet? Avec le maillet. Et ils ont une surface qui est convexe, et cette surface convexe doit être présentée sur la partie interne du versant vestibulaire. On le voit bien à ce niveau, on a une partie convexe, une partie plate. La partie plate est du côté palatin et la partie convexe est du côté vestibulaire. Ce qui va nous permettre d'expandre et de fracturer. Et là, tu vois, il n'y a pas besoin de faire des tracés d'ostéotomie, Antoine. La fracture va se faire d'elle-même. Moi, je pense que c'est mieux de faire une fracture parce que déjà, il y a du sang. Hein, et ça, c'est important. Peut-être qu'avec une tracée d'ostéotomie, on va peut-être pas avoir ce saignement par la suite. Hein. Alors, l'utilisation des expanseurs d'os. Ensuite, on a les condenseurs d'os. Alors, les condenseurs d'os, on a les condenseurs en fonction du système implantaire que j'utilisais. Moi, j'avais mis ces condenseurs d'os parce qu'ils sont très intéressants, parce qu'ils sont très travaillants. Ils sont à bout pointu. La majorité des condenseurs d'os qu'on a à l'heure actuelle, ils sont à bout rond, ils ne sont pas travaillants. Et ceux-là, c'est ceux d'Ankylos. Hein. Donc, c'est ceux qui ont été créés par SETI chez Ankylos. Et ils sont intéressants parce que souvent, ils évitent qu'on utilise le fourré de pilote de 2 mm si on a une large base osseuse. Donc à partir de là, on va passer les ostéotomes dans le site osseux où on a désiré mettre notre implant. Hein, tu vois, donc on va circonscrire cet ostéotome au niveau de l'expanseur. S'il y a une résistance, deux solutions se présentent à nous. Soit on revient et on repasse une série d'expanseurs, soit si on a une large base osseuse et une résistance, rien ne nous empêche d'utiliser un petit fourré de 2 mm, ce fourré pilote, qui va nous permettre de déterminer la longueur de notre implant et de glisser cet ostéotome. Moi particulièrement, je vous recommande, et je le fais systématiquement, c'est-à-dire qu'entre le passage de ces expanseurs et le passage de des ostéotomes, eh bien, je détermine tout de suite une longueur de travail. Par contre, attention, ce fourré doit être mis à l'arrêt dans le site. Hein, puisqu'on a commencé à faire l'expansion, n'allez pas avec votre fourré en marche, puisque vous avez commencé à fracturer ce volet vestibulaire, parce que là, vous pouvez tout simplement dégager votre volet vestibulaire. Tu ne le fais jamais tourner, même à distance très lente. Non, je me mets en place et je le mets en route. Hein, donc ça, c'est très important dans l'utilisation. Ça va, c'est suivi? C'est suivi. D'accord. C'est suivi. Parce que la technique, quand même, est un petit peu rigoureuse. Et puis, on va mettre en place notre implant. Notre implant est mis en place pendant un certain temps d'ostéo-intégration. Moi, je laisse à peu près 4 mois, parce qu'on fait souvent appel à une technique de régénération osseuse guidée. Et j'attends plus la cicatrisation de cette technique de régénération osseuse guidée que la cicatrisation de notre implant. Voilà, donc l'implant est mis en place, souvent en position légèrement infracrestale, parce qu'on peut avoir des petites résorptions osseuses au niveau crestal post-expansion. Technique de régénération osseuse guidée. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, on va les décrire par la suite, les différents matériaux utilisés. Je ne suis pas là pour décrire les matériaux utilisés, les types de membranes. Juste une chose, c'est très intéressant parce que ça peut combler les petits déficits osseux et les petits manques osseux qu'on peut avoir dû à cette technique d'expansion.
Alors, un petit aparté, on a vu la technique d'expansion Crestal décrite par SETI. Sachez que le docteur Ballester en 2001 nous a décrit une technique qui était un dérivé, une variante de la technique d'une part de SETI, mais aussi de Brodsky et Cipollini en 95. Au lieu d'utiliser le bistouri, pour ceux qui étaient un petit peu embêtés par ce bistouri, j'ai l'impression, rien ne vous empêche d'utiliser, moi particulièrement, je ne l'utiliserai pas, d'utiliser une fraise en carbure de tungstène pour déjà séparer les deux volets. On va l'utiliser très souvent sur turbine. Il faut avoir quand même une sacrée dextérité pour pouvoir remplacer cet acte de bistouri. Hein, donc à voir. Autant utiliser la piézochirurgie. Tout à fait. Mais voilà la technique qui a été décrite. Hein. Par contre, j'ai pas vu dans la littérature des techniques qui ont été décrites sur la piézochirurgie. Récemment, j'ai pas vu la biblio, mais je sais que par exemple Satellec ont sorti tout un kit avec différentes longueurs. Je peux vraiment travailler. Je vais l'utiliser. On va regarder un petit peu. Je te dirai ce que j'en pense. Hein. Alors deux questions sur le chat. Turbinator. Alors là, je te laisse répondre parce que je comprends pas ce qu'il veut dire. Quel est l'intérêt de cette technique par rapport à celle de réaliser des incisions de décharge au BPE. Alors BPE, bistouri piézoélectrique, voilà, je viens de comprendre. Ben, c'est juste que voilà, Thierry a une autre approche et que pour lui, ces incisions de décharge, je pense, n'ont pas d'intérêt en fait pour toi, ces incisions de décharge. Non, elles n'ont pas d'intérêt. Où elles se font, ou elles se font pas. Voilà, exactement. Oui, tout à fait. Donc tu vas pas les créer d'emblée. Non, voilà. Je peux te faire une expansion sans fracture. Tout à fait. Voilà. Et là, ça s'est fracturé. On va avoir des expansions sans fracture. On va juste avoir un remodelage, c'est-à-dire on va avoir une déformation ou des micro-fractures ou des grosses fractures. Là, on a une grosse fracture, on va avoir des micro-fractures. Mais je pense qu'une tréidostéotomie, d'abord, ça coupe la vascularisation. Je ne sais pas ce que tu en penses, Antoine, dès qu'on va utiliser un instrument rotatif. Hein, là, donc moi, je pense qu'il vaut mieux essayer de fracturer. Il y a un saignement qui va se faire tout de suite en plus. Donc ça m'a l'air plus intéressant. Après, j'utilise une technique. Une technique qui a été décrite dans la littérature avec un recul clinique. Voilà. Autre question de Tagada. 13 de son prénom. On peut utiliser les expanseurs de Miss. Est-ce que tu la connais, cette trousse? Oui, on me l'a présentée. Par contre, je sais que par exemple notre ami Georges Coury l'utilise pas mal. Ouais. Il en est très satisfait. Moi particulièrement, le gros problème que j'ai avec des nouveaux instruments quand ils se présentent au niveau du cabinet, c'est que je demande toujours des références de littérature et quand on demande des références de littérature, on ne nous les donne pas. Donc faites attention, juste une chose, c'est pas parce que c'est bien ou c'est pas bien, j'en sais rien, je ne vais pas critiquer, mais faites attention aux nouveaux produits qu'on peut nous instaurer au niveau du marché et on a des techniques qui marchent bien. Moi, je le connais pas bien, le kit de Miss. S'ils nous écoutent, qu'ils n'hésitent pas à t'envoyer la bibliographie. Hein, ouais, ça fait un moment que je leur demande d'ailleurs. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que c'est un système de vis. Hein, il me semble qu'on laisse longtemps en place. Moi, j'ai l'impression que le système me paraît un petit peu lent. Dans l'idée. Il est agressif, il n'est pas contrôlable. Ça, je sais pas. Par contre. Tu passes, en gros, je t'explique. Je peux parce que j'avais vu un petit peu, donc parce que ça m'intéressait dans la technique d'expansion. Donc, on a un premier forage et après, on a comme des tarots hein, qui vont écarter progressivement. Des tarots coniques qui vont écarter progressivement cette table osseuse. Justement, tu vas peut-être pas mieux contrôler qu'en utilisant un maillet, non? À voir. À voir. Je peux pas dire, j'ai pas d'utilisation. Mais par exemple, pour en revenir à Georges, notre ami, il l'utilise beaucoup. Il a de bons résultats. Parce que quand je lui avais demandé, il m'a dit Thierry, j'ai de bons résultats. Est-ce qu'il y a une contre-indication quand il y a une présence d'une racine à côté? Là, on a vu que tu traitais un édentement castré. Ouais. Tout à fait. La technique d'expansion sagittale, elle va être indiquée en fonction de l'édentement. Et c'est vrai qu'au niveau de l'édentement unitaire, on va plutôt privilégier soit une ostotomie localisée, comme on a vu tout à l'heure avec des spreaders, soit à ce moment-là, on fera appel à une greffe d'apposition. Hein. Et puis après, tous les autres techniques dont vous parlez, les écarteurs à vérin de Meisinger, je ne sais pas si tu l'as utilisé, c'est deux petites palettes qui s'écartent au fur et à mesure qu'on vise pour gérer aussi son expansion. Ça peut être des techniques qu'on n'a pas forcément utilisées et que vous pouvez utiliser. Et surtout, si vous avez des cas cliniques, n'hésitez pas à nous les poster, à nous le faire savoir. N'existe-t-il pas des implants de distraction osseuse? Oui, il en existe, oui. Dernièrement, il y a un article qui est sorti sur des implants qui nous permettent justement de l'expansion osseuse. Toujours pareil, moi je suis attaché, enfin je ne sais pas si Antoine est comme moi, je suis attaché à tout ce qui est recul clinique et revue de littérature. Et aujourd'hui, les seules revues de littérature qu'on a au niveau de la technique d'expansion, je viens de vous les présenter. C'est-à-dire qu'on a l'équipe de SETI, l'équipe de Ferrigno, Tatum,
Et après, Et c'est des anciennes publications, il n'y a rien d'autre qui a été il n'y publié a pas eu récemment? grand-chose qui a été publié. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas été publié. Et après, il y a des systèmes commerciaux qui viennent nous montrer éventuellement d'autres techniques chirurgicales. À nous de les faire et voir si ça marche. Bien sûr. Serge nous dit que finalement le système de Mills, s'il n'a pas tort, est plus proche de la première technique que tu as montrée, celle de Summers, avec une technique plutôt d'expansion unitaire et sans fracture. Moi je pense que c'est des bonnes techniques, hein. À partir du moment où on peut avoir d'autres. Mais alors, toujours pareil, il va falloir multiplier ce type de technique et bien entendu faire des statistiques dessus. À toi de jouer, Thierry. Alors, voilà la technique de Ballester. Bon, c'est une technique qui est quand même plus difficile à réaliser parce qu'on utilise donc une fraise en carbure de tungstène et c'est vrai que c'est un petit peu aléatoire parce qu'il faut avoir une sacrée dextérité. Mais le Dr Ballester a une très grosse dextérité à ce niveau-là. Voilà, donc on va regarder un cas clinique avec toutes les étapes qui vont être réunies de la technique d'expansion sagittale. Voilà une patiente d'une cinquantaine d'années qui se présente au cabinet. On a ici, si vous voulez, donc un bridge de longue portée avec un cantilever au niveau de la latérale et inévitablement on a un décèlement postérieur avec une fracture. Donc on va regarder le scanner. Et ce qui est intéressant au niveau du scanner, c'est qu'on a une épaisseur d'environ 2-3 mm, une corticale osseuse vestibulaire qui est presque inexistante. Hein, tu le vois bien, Antoine? Ouais, je vois bien. Peu d'os spongieux, mais enfin on en a quand même. Et là, il faut indiquer la technique. Je pense qu'un simple forage entraînerait une déhiscence et peut-être des complications ultérieures. Donc on va regarder sur l'ensemble de cette panoplie de diapositives, eh bien, on va récapituler toute la séquence instrumentale, le bistouri qu'on va inciser, on va impacter, les expanseurs, les ostéotomes. Entre-temps, je pense qu'on a passé ici un forage de 2 mm à la longueur choisie plus 1 mm, qui nous a permis de poser des implants avec une technique qui est dès le départ, par un simple fraisage, aura entraîné, bon, je pense, plus de dégâts. Donc ici, il n'y a pas de fracture. Voilà un exemple sans fracture. C'est uniquement un déplacement. Alors il peut peut-être y avoir des micro-fractures, des micro-fêlures qui ne nous apparaissent pas du point de vue clinique. Ici nous sommes en épaisseur totale, on laisse ici l'épaisseur partielle, si on veut tracter le lambeau, si on fait une technique de régénération guidée. Mais ici ça nous permet surtout de contrôler ce volet osseux vestibulaire, parce que très souvent quand on a des problèmes au niveau de l'expansion, c'est qu'une fracture est passée inapparente qu'on n'a pas su gérer. Bien sûr. D'accord. Et ici c'est la pose de nos implants. En deuxième. Voilà. Le matériel, on a vu les expanseurs d'os, on fait un petit récapitulatif, une série de 4 instruments, graduation 5, 10, 15, ils sont paraboloïdes, surface convexe sur le versant vestibulaire, hein, sur le volet vestibulaire, et on va surtout impacter ces implants jusqu'à 10 mm. On ne va pas y impacter ces instruments jusqu'à 15 mm. Les condenseurs d'os, on a parlé tout à l'heure des spreaders, il existe plusieurs kits d'ostéotomes. Ici vous avez le kit d'ostéotome Astra, vous avez ici le kit d'ostéotome Ankylos, mais chaque ostéotome est prévu par rapport au système implantaire qu'on va choisir. Le forage, moi je pense que c'est important de faire un forage à la longueur choisie entre le passage des expanseurs et le passage des ostéotomes. Ça va faciliter le passage de ces ostéotomes, on va moins forcer et je pense que c'est mieux calibré. Mais toujours pareil, on le passe à l'arrêt et avec un geste franc, on va pouvoir déterminer cette longueur au niveau de notre implant. Rapidement, les matériaux de comblement. Bon, on a tous les matériaux de comblement disponibles à l'heure actuelle. Ce balai de boîte plutôt préconise des greffes autogènes. Dans des cas comme ça, il va falloir faire souvent des prélèvements rétrotubérositaires. Mais on a des allogreffes, des xénogreffes, des matériaux synthétiques. C'est des matériaux de remplissage. Mais ils sont surtout utilisés pour des petits défis de périmplantaire. Et je pense que dans ce cas-là, on peut très bien les utiliser. Les membranes, toutes sortes de membranes sont disponibles au niveau du marché. Là, vous avez une membrane Gore-Tex, vous avez des membranes titane. Mais ça va être associé aux matériaux de comblement et de la même manière, ça va pouvoir réparer des petits défauts osseux qu'on peut avoir avec cette technique d'expansion. Okay. Thierry, une question Franck Alouche. Quelle vitesse de rotation pour ton forêt? 1500 tours minute. 1500. Merci, je te laisse pas. D'accord, merci Antoine. Je vais vous présenter 4 cas cliniques où on va voir toute la technique chirurgicale à la fois de l'ostéotomie localisée et les techniques d'expansion sagittale. Et on va voir les limites aussi de l'expansion osseuse avec les 2 derniers cas cliniques. Donc voilà une patiente qui est âgée de 11 ans lorsqu'elle vient nous consulter au cabinet. Elle a une agénésie de la 12. Je suis très intéressé par le traitement des agénésies des vases latérales. Je pense que c'est un bon challenge. Cette jeune patiente va réaliser un traitement orthodontique de 11 à 14 ans en vue de réaliser un traitement implantaire lorsqu'elle aura atteint sa majorité, surtout la fin de sa croissance. L'espace pendant cette période-là de 14 ans à 19 ans, 18-19 ans à peu près, va être maintenu par un bridge collé jusqu'à la fin de sa croissance. Le traitement implantaire a débuté en 2009. Voilà ici donc la radiographie panoramique
chirurgicale. Voilà un petit bridge collé qui a été maintenu sur cette gamine pendant les 4 années avant l'intervention. Voilà le Dentascan. Le Dentascan nous donne quoi? Une hauteur de 13 mm et une épaisseur de 2 mm. Donc on est dans la limite de la technique d'ostéotomie. Mais bon, on va la réaliser. Donc voilà ici, mais par contre ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup d'os spongieux, une large base au niveau apical qui va nous permettre d'indiquer ce type de technique. Et on a une hauteur de 13 mm. Les instruments qu'on va utiliser, voilà la série d'instruments qu'on a utilisés, donc un kit d'ostéotome et le forage pilote, le forage de 2 mm, pour déterminer la longueur de notre implant, plus 1 mm, n'oubliez pas c'est 1 mm. Donc voilà le passage, donc 2 incisions, pleine épaisseur. Donc là nous sommes en pleine épaisseur, comme une intervention chirurgicale, comme si on faisait un forage, hein, tout simplement. On va faire un premier forage de 2 mm et on va passer une série d'ostéotomes croissants, hein, jusqu'au diamètre voulu de notre implant. Regardez, Lazzara nous dit de laisser 1 minute ces ostéotomes. C'est long 1 minute à attendre, hein, en chirurgie, oui. Mais c'est très important de le laisser de telle manière à ce que notre os ne récupère pas sa position d'origine. Il va enregistrer une mémoire, on lui donne une mémoire à notre os là. Donc le premier passage, on a une série de 2-3 ostéotomes. C'est un impactage qui est doux, hein, qui n'est pas violent. Hein. Bon, ça fait un petit peu de bruit, mais si vous voulez, c'est un impactage qui est doux. Je vais plutôt conseiller des maillets chirurgicales à bout non amorti. On sent mieux avec le son métallique, hein, à ce niveau-là. Ici, donc, on a réalisé sans forage, hein, à part le forage de 2 mm, ici la cavité qui est compatible avec le diamètre de l'implant. De la même manière, que ce soit un forage ou une technique d'ostéotomie, toujours pareil, positionnement tridimensionnel de l'implant. Là, tu as vu, on a un implant qui est un peu en palatin, qui est dans une zone de confort. Cette zone de confort qui est située en arrière du bord libre des dents, qui va nous permettre normalement d'avoir un résultat esthétique assez satisfaisant sur cette jeune fille. Ici, de la même manière, on voit l'implant positionné, et ici, le positionnement vertical. Donc, c'est pas parce qu'on fait une technique d'ostéotomie qu'on doit penser au positionnement tridimensionnel de cet implant dans tous les sens de l'espace, à la fois dans le sens antéro-postérieur, mais aussi dans le sens vertical pour l'alignement décollé. Une technique de régénération osseuse guidée, avec ici l'utilisation de membranes PRF. Je crois que Joseph est venu te voir il n'y a pas longtemps. Ouais, voilà. Il va revenir bientôt. On va lui faire nos amitiés. S'il nous écoute, on lui fait nos amitiés. Bon, l'utilisation des membranes PRF, on l'utilise beaucoup dans le sein de notre cabinet. Ça fait de la muqueuse, ça nous aide la cicatrisation. Il y a plein d'intérêts au niveau de cette technique-là. Et les sutures. Ça, c'est le résultat esthétique en février 2009. Voilà ce qu'on a pu obtenir sur cette petite jeune fille. Ici, la radiographie post-prothétique en février 2009. Parfaite ostéo-intégration de l'implant. Vous voyez, on a un implant qui n'a pas du tout perdu, qui n'a pas perdu d'os marginal pendant la période de cicatrisation. C'est déjà assez important. Et, avec une technique d'ostéotomie, on a une datation précise de la prothèse. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir 2 ans après, on a une belle intégration biologique, on a un bon positionnement de notre incisive latérale, des papilles tout à fait satisfaisantes, un alignement décollé, un profil d'émergence vestibulaire tout à fait correct. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on n'a pas perdu plus d'os qu'une technique conventionnelle par une technique d'ostéotomie. Voilà, donc ça c'était un des premiers cas que je vous ai présenté pour une technique d'ostéotomie, puis on va parler sur l'expansion sagittale. Voilà une dame qui vient se présenter au cabinet qui a presque 80 ans. Et c'est vrai qu'elle a une insuffisance osseuse dans le sens antéro-postérieur, en particulier au niveau maxillaire supérieur. Elle a un état de santé correct, mais c'est une patiente sous traitement anticoagulant. Vous savez qu'on ne doit plus arrêter les traitements anticoagulants à nos patients, on a un protocole bien défini. Étouffement complet maxillaire et le traitement implantaire a démarré en 2007. On va regarder un petit peu le protocole. Donc le but, voilà, ici voilà le maxillaire supérieur. C'est une patiente, je pense que si on lui propose par exemple de faire 2 greffes d'apposition d'origine ramique ou de voire extra-orale, je pense qu'elle va refuser le traitement. Donc le but c'est de réaliser 4 implants au niveau de ce maxillaire supérieur pour lui faire tenir son appareil. On va réaliser une prothèse adjointe supra-implantaire. Donc vous voyez un cas, on va regarder le scanner avec des crêtes particulièrement fines, pas beaucoup de hauteur. Encore au niveau du secteur 1, c'est à peu près favorable, mais regardons au niveau du secteur 2. On voit ici en 22 un étranglement, on n'a pas beaucoup de hauteur au niveau de la 24, ici tu vois au niveau de la 23 on a une épaisseur de 2-3 mm, une hauteur de 13 mm. Donc on a un cas qui n'est pas très favorable pour une technique conventionnelle de pose d'implant. Donc on va regarder un petit peu comment on va faire, secteur 2, bon toujours pareil, même technique, bon, vous avez vu ce cas tout à l'heure, incision, bistouri, incision de la crête, cette incision de la crête doit être avec une prise de main assurée, mise en place du bistouri, impactage, et déjà dès le départ, on voit ici ce qui va se profiler, c'est-à-dire le volet vestibulaire qui commence à se détacher. La série d'expanseurs d'os, premier expanseur d'os, on va le rentrer jusqu'à peu près 10 mm, et regarde, on commence à voir apparaître des microfêlures
au niveau de cette expansion. Ici, l'expansion est terminée. On va passer un premier fourré pilote de 2 mm à la longueur choisie, et puis ensuite passer des spreaders. Donc, de la crête, on a pu faire basculer ce volet vestibulaire. On a plein de micro-fractures, on a plein de micro-fêlures, mais on va pouvoir positionner 2 implants de manière correcte. On voit bien que ce volet vestibulaire est complètement sans fourrage et complètement déjeté au niveau vestibulaire. On va faire appel à une technique de relation guidée par des membranes PRF et des sutures. Ça, c'est le secteur 2. On va passer au niveau du secteur 1. La technique est identique. Incision au bistouri. On va commencer à inciser le sommet de la crête, l'impacter, la série d'expanseurs, les ostéotomes, et de la même manière, on va pouvoir positionner les implants et faire appel à une technique de relation guidée. Voilà, donc c'était juste pour vous expliquer, voilà un dédentement complet sur une patiente qui est sous traitement sous anticoagulant, où on ne peut pas poser des implants de manière conventionnelle par fraisage. Peut-être qu'on peut lui indiquer une apposition ramique sur une patiente sous anticoagulant qui est âgée, mais qui est en bon état de santé, mais la technique qui a été choisie, c'était une technique d'ostéotomie sagittale. Et là, vous êtes en juin 2007. Bon, on a un bon résultat. Hein. Voilà le type de poutre que je te décrivais tout à l'heure, un petit peu Antoine, tu vois. Les poutres d'attachement Reine avec des palais complètement échancrés. Bon, tu vas nous faire une petite présentation là-dessus? Si tu veux, sans problème. C'est assez intéressant. Ça permet d'améliorer quand même la tenue de nos appareils sur des patients un petit peu âgés. Et ici, on a un contrôle à 3 ans où nos implants se portent parfaitement bien. Voilà, on va voir rapidement les 2 derniers cas cliniques. Ouais, tu veux que j'accélère un petit peu peut-être? Un petit peu, parce qu'il est 21h30. Alors la patiente âgée de 16 ans, Génésie 12 et 22. Alors toujours pareil, en traitement implantaire en demi. Et là on va voir la limite de l'expansion. Donc rapidement, voilà les 2 agénésies. Donc on va recréer cet espace biologique. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au niveau de la 12, on a ici une fusion des versants corticales, et ici on va plutôt à une présence d'os spongieux. Donc au niveau de l'incisif latéral, au niveau 12, on va faire un prélèvement ramique. Là est la limite de l'expansion osseuse, on va pouvoir faire un prélèvement ramique. Ici, on va pouvoir faire ici une technique d'expansion localisée. Donc on va regarder le cas, je vais regarder un petit peu rapidement. Voilà la greffe d'apposition ramique qui a été réalisée dans cette concavité. On va attendre 4 mois. 4 mois après, on va poser un implant en éliminant la vidéosynthèse, et côté opposé, on va pouvoir réaliser une technique d'expansion localisée en faisant appel à une technique de régénération osseuse guidée. Voilà le résultat en 2008. Donc on va regarder un petit peu les résultats. Intéressant ce cas, parce qu'on a vraiment une belle comparaison des 2 techniques. Voilà, exactement. Donc ici, on a un résultat esthétique tout à fait correct en 2008, et puis on va passer ici un contrôle. 3 ans après, on a un résultat esthétique tout à fait correct et une parfaite ostéo-intégration de nos implants. Pas de perte osseuse marginale. Voilà, je vais terminer par un dernier cas, et là c'est un petit peu un cas un petit peu délicat. Et là on a toute la limite à la fois de l'expansion osseuse, de nos greffes intraorales, parce que ce sont des cas un petit peu très limites, ce sont des grosses insuffisances. C'est une patiente âgée de 50 ans, elle était dentée complet maxillaire mandibulaire, enfin il lui reste une canine, et la doléance c'est de supprimer sa prothèse, traitement implanté en 2008. Donc voilà, donc on va confirmer le diagnostic. Voilà, ici on a vu tout à l'heure le scanner, on avait la fusion totale de ces 2 versants. Il va être réalisé un prélèvement iliaque à la fois pour corriger le déficit horizontal, mais aussi on va faire un chirurgien maxillofacial va réaliser des greffes sinusiennes bilatérales par l'intermédiaire aussi du greffon iliaque. Sachez que le greffon iliaque, il y a quand même une grosse résorption qui se produit au 6e mois, et qu'il va falloir faire une hypercorrection, on va faire de l'expansion osseuse et de la robe. Voilà. Donc ici, voilà le prélèvement qui a été fait, l'exposition, la mise en place des 6 implants et la réhabilitation complète. Donc ce sont des cas un petit peu extrêmes, donc mais quand même intéressants. Et là, on voit toute la limite à la fois de toutes nos techniques. On est obligé de faire appel souvent à des techniques extra-orales. Voilà, donc sachez que je vais aller un petit peu rapidement, mais retenez une chose, c'est que le choix du protocole... Prends ton temps. Oui, non, mais je ne veux pas vous embêter, moi. Mais tu ne nous embêtes pas ou quoi? Tu rigoles, c'est très intéressant, il y a plein de questions en plus. La hauteur et la largeur d'os, le rapport pôle biologique, pôle prothétique, le nombre d'implants, l'âge et la morphologie du patient et le praticien, c'est ça qui va nous faire choisir le protocole chirurgical. Alors, si vous devez retenir quelque chose de ce petit propos, c'est d'abord, quand vous avez un patient, la première des choses, c'est confirmer le diagnostic d'une insuffisance osseuse, surtout dans le sens antéro-postérieur. Elle se fait, dans un premier temps, par un examen endobuccal, par une radiographie panoramique, mais aussi par l'interrogatoire. Parlons déjà de l'interrogatoire. Si un patient vous dit déjà qu'il est denté depuis longtemps, depuis une vingtaine d'années, on sait qu'on a affaire à une insuffisance. Démoulage d'études et l'examen scanner. Il faut aussi définir une attitude thérapeutique, facteur risque, bénéfice pour le patient. Ça, c'est très important. On est là pour soigner nos patients, on n'est pas là pour faire souvent plus de choses qu'ils ne le désirent. Et ça, c'est important de le savoir. Alors, vous devez retenir que les expansions osseuses font partie intégrante de l'arsenal thérapeutique.
sous certaines conditions de hauteur d'os disponible et au niveau d'édentement de faible étendue. La technique d'expansion osseuse permet de compléter l'arsenal thérapeutique et évite de se diriger vers des techniques de reconstruction osseuse plus invasives telles que les greffes onley. Cette technique semble toutefois très opérateur dépendante, c'est ce que disait tout à l'heure Antoine, c'est-à-dire que c'est un petit peu une petite recette de cuisine. On parle d'art chirurgical, si on veut parler d'art chirurgical, et nécessite surtout une courbe d'apprentissage. Et ça, c'est très important. Je pense qu'il serait souhaitable d'avoir des études qui viennent conforter les résultats techniques. Des études à long terme sont donc indispensables pour confirmer l'efficacité de cette proposition. Pour ma part, je pense, et je pense qu'Antoine sera d'accord avec moi, c'est que les greffes d'apposition restent quand même une technique de choix pour les grandes reconstructions, et on l'a dit tout à l'heure, pour le traitement des dentements unitaires. Voilà. Si vous devez dire quelque chose, eh bien, lisez un de ces 3 livres qui est intéressant. Vous avez ici le bouquin de Sethi, ici le bouquin de Seban, et puis on va faire un petit clin d'œil à Pascal Valentini, qui a quand même écrit dans ce bouquin que les greffes osseuses en implantologie, puisque je sais qu'on va la voir après. Donc je te fais un petit clin d'œil, Pascal, voilà ici. Spécialiste du sinus, bien sûr, Pascal. Grand spécialiste. Voilà, je vous remercie. On va le retrouver juste après d'ailleurs, Pascal. Merci Thierry. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Mais t'as pas été long, t'as été fantastique. Bon. Quelques questions, tu vois, c'est pas fini en plus. Quand tu arrives à poser ton implant, quelle stabilité arrives-tu à obtenir? 10, 15, 20, 25 dans ce type de... Je vais répondre une bonne stabilité primaire. D'accord, ok. Si tu n'as pas de stabilité, qu'est-ce que tu fais? Soit on fait un fourrage supplémentaire, à la longueur de travail pour pouvoir restabiliser cet implant. Donc on va pouvoir jouer que sur la longueur de travail. D'accord. Éventuellement la petite vis d'ostéosynthèse. Oui, éventuellement. Oui. Et là c'est plutôt pour stabiliser le volet parce qu'il s'est vraiment décroché à ce niveau-là. Bien sûr. Comment temporises-tu dans le cas de l'édenté complet? Comment as-tu temporisé avec une prothèse adjointe complète fortement évidée que tu poses à 8 jours? Comme on ferait sur une greffe d'apposition ou Ouais. une greffe sous-sinusienne, on va éliminer toute la poche gencive vestibulaire pendant une période d'au moins 3 à 4 semaines. Après, si vous voulez lui rajouter cette poche gencive vestibulaire, pour pouvoir mieux couvrir. Molle plutôt. Oui. D'accord. Mais bon, on a tous. Et puis, quel intérêt du prélèvement iliaque par rapport à un autre biomate? C'est vrai qu'aujourd'hui, je crois que tu l'utilises quasiment plus, prélèvement iliaque, toujours? Non, on a fait de la greffe iliaque et le gros problème qu'on va rencontrer, c'est... Bon, que les choses soient claires, l'os iliaque n'est pas un mauvais os. Mais ils se résorbent énormément parce qu'ils ne sont pas de la même origine avec l'os maxillaire. Bien sûr. Et donc on a à peu près 30 à 40% de résorption, ce qui est quand même énorme, et on est souvent obligé de faire des techniques d'expansion ou de régénération osseuse guidée. Mais ça m'a rendu des services, c'est vrai qu'on ne l'utilise plus à l'heure actuelle. Mais bon, ça nous a rendu des services, parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez intéressant sur ce cas clinique que je vous ai présenté le dernier, comment allons-nous le traiter si on ne fait pas de la greffe iliaque. On en reparlera. Hein? Voilà. Thierry, merci. Tu restes avec moi. De toute façon, Oui, on va interviewer Pascal. Ça me fera très plaisir. Hein, je pense qu'il sera content de te voir. On interviewe donc Pascal Valentini. Le temps qu'on le rappelle et qu'on me le passe, je vais vous présenter bien évidemment Pascal. Pascal, eh bien, il est professeur associé d'implantologie à l'université de Loma Linda. Il est bien évidemment co-directeur du diplôme interuniversitaire européen d'implantologie de l'université de Corte, et il est secrétaire général de l'EAO, l'association européenne d'ostéo-intégration. Pascal, bonsoir. Tu m'entends, Pascal? Bonsoir. Oui, je t'entends, Antoine. Bonsoir. On est très heureux avec Thierry de t'avoir en direct sur JTV. Merci d'être là. Eh bien, écoute, tout le plaisir est pour moi. Tout d'abord, je voudrais féliciter Thierry pour sa superbe présentation. Bravo Thierry. C'est vraiment très très intéressant, malgré quelques coupures de son, mais enfin... Il y a eu quelques coupures de son, alors oui. on verra, parce qu'on a essayé de faire de gros efforts. Thierry va écouter en régie, parce que Pascal te félicite. On n'a pas encore 2 oreillettes, on a un petit budget. Non, mais on va essayer d'améliorer ça, alors, pour la prochaine fois. Pascal, je te reçois pour cette interview, et bien tout simplement parce que c'est le 8e congrès et symposium international de Porto Vecchio qui aura lieu le 3 et 4 juin 2011. Et puis, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce congrès, des objectifs de ce congrès et du thème cette année, bien évidemment, de ce congrès? Alors aujourd'hui, on s'approche, on est à peu près à 3 semaines du congrès, qui va coïncider en fait avec la 5e session du DU d'implantologie, de la première année du DU d'implantologie de l'Université de Corse. Et aujourd'hui, on va essayer de faire un petit peu un bilan parce que
le recours aux implants pour le traitement de tous les types d'édentement est de plus en plus fréquent, il se banalise, et parallèlement donc à cette vulgarisation de l'implantologie, les complications commencent à apparaître. Et il est important de s'y intéresser. Aujourd'hui, pour pratiquer de l'implantologie, il suffit plus de savoir faire un trou dans un os pour y mettre une vis. Il faut savoir sélectionner le cas, gérer les complications, péropératoires, post-opératoires et même à long terme. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de choisir ce thème-là pour le 8e symposium d'implantologie organisé par l'Université de Corse et l'Association dentaire Corse, les 3 et 4 juin prochains à Porto Vecchio. Voilà, donc il y aura 3 sessions, une session sur le patient à risque, une session sur les complications chirurgicales, voilà, et une session sur les complications prothétiques. Alors il est bien évident que nous n'allons pas couvrir ça de façon exhaustive, parce que des complications, il y en a plus que ça. Volontairement, nous n'avons pas voulu aborder les greffes de sinus ou les complications neurologiques, etc. Ça fera peut-être l'objet d'un prochain symposium, mais disons que ça, c'est les principales que l'on peut rencontrer aujourd'hui. D'accord, ouais. Avec donc un plateau, comme d'habitude. Alors comme d'habitude, oui, nous avons fait appel à des conférenciers français et puis des conférenciers étrangers de renom, et aussi nous avons demandé à notre ami le professeur Jaime Lozada de l'Université de Loma Linda de venir présider ce symposium. C'est la 3e fois qu'il viendra à Corte d'ailleurs. C'est devenu un habitué et nous avons des relations assez étroites avec son université, dans la mesure où j'ai la chance d'y enseigner aussi, et que certains membres de notre encadrement y ont fait leur classe. C'est le 8e, c'est la 8e édition. Oui, c'est le 8e. Comment est-ce que tu vois évoluer à la fois le congrès et le monde de l'implantologie? Tu en as parlé, de plus en plus de gens s'y mettent. Alors, le congrès, en fait, il va évoluer. Le congrès en lui-même, il ne peut pas vraiment évoluer autrement, mais ce que l'on va faire, est-ce que l'on a l'intention de développer, parce que maintenant nous avons une structure clinique qui nous le permet, c'est de développer de continuer à s'ouvrir sur les confrères, sur le monde dentaire, en conviant des confrères à des formations à thème dans le cadre de l'hôpital de Tatone où se déroule l'activité clinique du DU. Ça, ce sera complètement indépendant du DU, donc il y a des formations à thème qui vont être organisées à partir de l'année prochaine, sur 3-4 jours, qui vont permettre à certains praticiens qui ont déjà une certaine expérience de se familiariser avec certaines techniques sur des patients. Ils auront l'occasion de travailler directement sur des patients sous le contrôle bien évidemment d'enseignants du DU. Mais je le répète, ça n'a rien à voir avec le DU, ce sont des formations à thème limitées dans le temps et pour un nombre réduit de participants. Donc c'est un peu comme une formation post-DU avec... Pas forcément une formation post-DU, mais ce sont pour des gens qui ont déjà suivi, qui ont déjà une bonne expérience, qui veulent se familiariser avec une technique chirurgicale, je sais pas, par exemple des greffes d'apposition ou des greffes de sinus. Ils pourront avoir la possibilité de le faire sur un temps court, dans un cadre hospitalier. C'est quelque chose d'assez unique, parce que je pense que Pardon ? C'est quelque chose d'assez unique quand même de pouvoir... Ben oui, mais là maintenant on a monté une structure justement qui est dédiée à ce genre d'activité, donc on va essayer de développer ça. D'accord. Et puis, toujours ce DU de Corte qui cartonne. Je sais que vous refusez tous les 2 ans beaucoup de gens avec une excellente notoriété, tout simplement parce que les gens opèrent énormément, ont une formation théorique très concrète et très sérieuse. Là, on est sur la fin du cursus. Comment ça se passe? Non, là maintenant, si tu veux, la promotion actuelle qui compte 30 étudiants de façon traditionnelle, on a 30 étudiants par promotion. La première année se déroule donc, ça a commencé au mois de novembre 2010 et va se terminer en juillet, c'est l'année théorique, et ensuite en septembre nous aurons la 2e année qui sera uniquement clinique, qui ira de septembre à mai, donc de septembre 2011 à mai 2012. D'accord, voilà. Et bien, on aura le plaisir de à participer à ce DU au mois de septembre, donc je viendrai faire une journée et merci pour cette invitation. Oui, je te remercie Antoine
de nous faire l'honneur de ta présence. Hein, et bravo encore pour ce que tu fais. Merci, superbe. merci Pascal. Donc je rappelle, vous pouvez encore vous inscrire bien évidemment au mois de juin, le 3 et le 4 juin 2011, le congrès de Porto Vecchio. N'hésitez pas, avec un très très beau sujet, une très belle thématique, celle des complications. Pour ceux qui veulent s'inscrire, il y a une adresse internet ou quelque chose? Il n'est plus là. Voilà, donc si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas, je vous donne le numéro. On mettra les infos sur le site Génération Implant, on fera une petite news, bien évidemment. Mais c'est l'association dentaire de formation continue de Haute-Corse. Et le numéro de téléphone, c'est le 04 95 308 943 si vous voulez vous inscrire à ce congrès. 04 95 308 943. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'émission de ce soir. On va juste vous parler du thème des prochaines émissions, avec notamment la semaine prochaine une émission intéressante sur le bridge complet sur implant. Faut-il ou non faire de la fausse gencive? Dans quelles conditions? En résine, en céramique? Quelle technologie pour pouvoir faire cette fausse gencive? Et quels critères pour la réaliser ou pas, avec quelles implications notamment sur le contrôle de plaque. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, je l'espère. Ensuite, la semaine d'après, le 30 mai 2011, vous retrouverez Satellec, qui est rédacteur en chef de l'émission. Et Satellec a la gentillesse de faire venir Éric Normand, un de leurs conférenciers, qui est praticien à Bordeaux, vraiment un praticien et un conférencier très talentueux et très pratique, qui va vous parler des techniques et des astuces de l'extraction avant la mise en place des implants, avec l'utilisation bien évidemment de la piézochirurgie, mais aussi l'utilisation d'autres astuces, et je suis sûr qu'il y aura plein de choses à utiliser. Et puis enfin, on attaquera le lundi 6 juin avec une émission un peu particulière, puisque vous savez qu'il est possible aujourd'hui de faire des injections d'acide hyaluronique péribuccal, et on va lancer des formations avec Génération Implant, notamment une formation à Nice au mois de juin. Vous avez toutes ces infos sur le site, et vous aurez donc une soirée en direct avec Philippe Questemont et son associé, je ne me souviens plus de son nom, mais en tous les cas, ils nous feront un cours et une injection en direct d'acide hyaluronique, et vous pourrez poser ainsi toutes les questions sur cette nouvelle technique. Voilà. Et puis ensuite, vous retrouverez, vous avez toutes les infos bien sûr sur l'agenda, mais vous aurez notamment une émission spéciale post-CIFAC au mois de juin. On reviendra sur ce congrès avec l'interview de Joseph Choukroun. Et puis on a interviewé vraiment des personnes sympas pendant ce congrès, notamment Maurice Salama, différents participants. Une bien belle émission en perspective. Voilà, c'est la fin de cette émission. On termine un peu à la bourre comme chaque soir. Merci bien évidemment à Thierry pour cette très belle présentation. Merci à Pascal pour nous avoir pris le temps de nous parler de ce congrès. Je vous redonne rapidement les dates. 8e symposium international d'implantologie de Porto Vecchio sur la gestion des complications, avec le professeur Lozada comme président scientifique, le 3 et le 4 juin à Porto Vecchio. Merci une fois de plus à tous pour cette émission. À la réalisation, c'était Claire, au standard, c'était Caroline. Je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Bye bye les petits clous. Ciao, bonne soirée, à la semaine prochaine. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.